Pendant des années, Ouagadougou a compté les bougies plutôt que les watts, puis un convoi hors norme a rompu ce rythme nocturne. Deux chiffres résument le choc: 50 mégawatts ajoutés d'un coup et près de 20% de capacité nationale en plus, après 1400 km depuis le port de Takoradi. Derrière l'acier, il y a une idée simple: ne plus dépendre d'un interrupteur extérieur. Et c'est précisément ce que Ibrahim Traoré revendique comme souveraineté. Reste une question pour chacun. Quand la lumière devient stable, quelle puissance politique s'allume avec elle? Cette analyse promet une chose claire: expliquer comment une décision énergétique devient un levier de souveraineté mesurable et pourquoi elle pèse bien au-delà des kilowattheures. L'enjeu est immédiat et concret. Une électricité plus stable signifie des hôpitaux qui fonctionnent sans rupture, des écoles qui prolongent l'apprentissage après le coucher du soleil et des ateliers capables de produire sans arrêt forcé. Mais le pari va plus loin que le confort quotidien. Pour un pays enclavé, chaque mégawatt produit localement réduit une vulnérabilité politique héritée de décennies d'interconnexions fragiles et de dépendances extérieures. Ibrahim Traoré inscrit ce choix dans une logique assumée de commerce plutôt que d'aide, où l'infrastructure remplace la promesse et où l'investissement remplace l'attente. Ce récit suivra donc les faits, les chiffres disponibles et leurs conséquences réelles, sans embellissement, afin de comprendre ce qui change vraiment lorsque l'énergie cesse d'être une marchandise négociée à distance. La question centrale demeure: cette lumière nouvelle est-elle un simple répit ou le socle d'un basculement durable? La révélation tient en un fait mesurable: l'ajout de 50 mégawatts représente près d'un cinquième de la capacité électrique nationale, un saut rarement observé en une seule opération logistique. Ce chiffre n'est pas abstrait, car il intervient après des années où la production stagnait, tandis que la demande urbaine et industrielle progressait plus vite que le réseau. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut revenir au contexte hérité. Le Burkina Faso est enclavé, dépendant de lignes d'interconnexion régionales, sensibles aux tensions politiques et aux contraintes techniques. À chaque incident, les coupures rappelaient que l'énergie n'était pas seulement un service, mais un point de pression stratégique. Les hôpitaux passaient sur générateurs, les écoles réduisaient leurs horaires et les entreprises limitaient leur cycle de production. C'est dans ce paysage que s'inscrit le choix de renforcer une capacité thermique nationale, conçue comme une solution de base stable, capable d'alimenter le réseau indépendamment des flux extérieurs. L'arrivée des équipements lourds depuis le Ghana n'est donc pas un épisode spectaculaire isolé, mais la matérialisation d'un virage assumé. Ibrahim Traoré a présenté cette orientation comme une rupture avec une logique de dépendance, en affirmant que la souveraineté commence par la maîtrise de l'infrastructure vitale. Voici comment la méthode a été conçue. Plutôt qu'un programme fragmenté, l'État a concentré l'effort sur un projet capable de produire un effet immédiat tout en servant de pont vers le solaire et l'hydroélectrique annoncé. Cette séquence explique pourquoi un simple convoi est devenu un symbole national. La question qui s'ouvre alors n'est plus de savoir si la lumière peut rester allumée, mais ce que ce gain de capacité permet réellement de transformer dès maintenant dans la vie économique et sociale. Sur le terrain, les premiers effets ne se lisent mais pas dans les communiqués, mais dans des scènes ordinaires. À Ouagadougou, des commerçants prolongent l'ouverture après la tombée de la nuit sans calculer le coût du carburant d'un générateur. Dans des centres de santé de l'intérieur, le personnel parle d'interventions menées sans la crainte d'une panne soudaine au moment critique. Ces situations, encore fragmentaires, donnent une mesure concrète de ce que signifie une capacité de base plus stable. Les travailleurs du projet
forment un autre fil conducteur. Chauffeurs de convois exceptionnels, ingénieurs électriciens, techniciens de maintenance, leur rôle est rarement visible, mais ils conditionnent la réussite de l'ensemble. Leur expérience révèle une transition en cours, où l'exécution logistique devient une compétence stratégique nationale plutôt qu'un service importé. L'impact précoce se perçoit aussi du côté administratif. Les gestionnaires du réseau évoquent une marge de manœuvre nouvelle pour lisser les pics de consommation, réduire les délestages et planifier des raccordements industriels longtemps différés. Ce ne sont pas encore des transformations spectaculaires, mais des ajustements qui changent la prévisibilité du système. Dans ce cadre, la vision portée par Ibrahim Traoré agit comme un cadre politique plus que comme un slogan. En liant souveraineté et infrastructure, elle fournit une direction lisible aux acteurs locaux, qui savent désormais dans quel sens orienter leurs décisions et leurs investissements. Ce que cela signifie, c'est que quand l'électricité cesse d'être incertaine, la planification redevient possible. Avant l'arrivée des équipements, les attentes étaient nombreuses et les défis semblaient insurmontables. Les projets énergétiques s'accumulaient sur le papier, tandis que le réseau continuait de fonctionner sous tension, dépendant d'apports extérieurs irréguliers. Les coupures n'étaient pas exceptionnelles. Elles faisaient une partie du fonctionnement normal intégré aux routines des ménages, des hôpitaux et des entreprises. Cette phase avant se caractérisait par une gestion permanente de la pénurie plutôt que par une planification du développement. L'activation du projet marque un premier tournant. Le choix d'acheminer des moteurs et des générateurs de grande capacité depuis le port de Takoradi n'est pas anodin. Il suppose des accords logistiques, des études d'itinéraire et une coordination transfrontalière rarement menée à cette échelle pour une infrastructure énergétique nationale. Les convois exceptionnels progressent lentement, chaque pont franchi devenant un test, chaque virage serré une contrainte anticipée. Ce moment attire l'attention publique parce qu'il rend visible un processus habituellement abstrait. Le moment clé arrive quand les équipements arrivent à destination et commencent à prendre place dans le processus de production. À ce stade, le récit change de registre. Il ne s'agit plus d'un projet annoncé, mais d'une capacité en cours de réalisation mesurable, comptabilisée dans les prévisions du réseau. Les autorités parlent alors de mégawatts concrets, de délais de mise en service et de scénarios de stabilisation de l'alimentation électrique. Ibrahim Traoré associe cette étape à une démonstration de souveraineté pragmatique, investir dans des actifs physiques plutôt que dépendre de flux incertains. Les répliques de ce moment se diffusent progressivement. Sur le plan technique, les gestionnaires du réseau commencent à recalibrer la distribution, à anticiper une réduction des délestages et à tester une meilleure continuité de service. Sur le plan économique, certains industriels revoient donc leurs projections, envisageant des cycles de production plus longs et moins interrompus. Dans la sphère politique, le projet est perçu comme un signal adressé à la région. Le Burkina Faso entend réduire sa vulnérabilité structurelle. Cette chronologie révèle un enchaînement clair. Décision stratégique, exécution logistique, intégration technique, puis diffusion des effets. Elle montre aussi que le changement n'est pas instantané. Les bénéfices ne se matérialisent que ni pas en un jour, mais par une série d'ajustements rendus possibles par une base énergétique plus solide. La transition de l'avant vers l'après n'efface pas tous les défis, mais elle modifie la trajectoire. Là où l'énergie était un facteur d'incertitude constant, elle devient progressivement un paramètre gérable, ouvrant la voie à des choix plus ambitieux. La question qui se pose maintenant est la suivante. Que disent précisément les chiffres de cette bascule au-delà du symbole et de la narration?
Avant le projet, la capacité nationale progressait lentement, insuffisante pour absorber la croissance urbaine et industrielle. Après l'intégration des nouveaux équipements, le delta échelle net est immédiatement mesurable. 50 mégawatts supplémentaires entrent dans le réseau, près de 20% de capacité en plus, après un acheminement de 1400 km depuis la côte ghanéenne. 50 mégawatts, puissance de base continue, stabilisant le réseau jour et nuit. 20%, seuil critique entre pénurie structurelle et marge opérationnelle minimale. 10-400 km, chaîne logistique longue, test grandeur, nature de coordination régionale. Ces chiffres prennent sens lorsqu'on les compare à la situation antérieure. La production reposait sur un patchwork de sources, souvent contraintes par des interruptions et des limites techniques. La conséquence directe était une instabilité chronique, délestage programmé, dépendance aux générateurs de secours, coûts élevés pour les services essentiels. Le baseline n'était pas seulement bas, il était imprévisible. Le passage au delta change la nature du problème. Avec une capacité de base accrue, le réseau gagne une inertie nouvelle. Les gestionnaires peuvent absorber les pics de consommation sans recourir systématiquement à des coupures, lisser les variations quotidiennes et planifier des extensions locales. Cette amélioration ne signifie pas l'abondance, mais elle introduit une prévisibilité absente jusque-là. Sur le plan économique, l'effet quantitatif se traduit par des décisions qualitatives. Une usine qui fonctionnait par intermittence peut désormais envisager des cycles prolongés. Un centre de santé réduit sa dépendance aux carburants importés pour les générateurs. Chaque kilowattheure stable libère du capital auparavant immobilisé dans des solutions d'appoint. La valeur du delta réside autant dans ce qu'il remplace que dans ce qu'il ajoute. Le chiffre de 20% mérite une attention particulière. Dans les systèmes énergétiques fragiles, une augmentation marginale produit des gains limités. À l'inverse, franchir un seuil de cet ordre modifie l'équilibre global. C'est la différence entre gérer une crise permanente et administrer un système sous contrainte maîtrisée. Ce saut explique pourquoi l'événement est perçu comme un pivot et non comme une simple amélioration technique. L'acheminement sur 1400 km n'est pas qu'un détail logistique. Il démontre la capacité à sécuriser une chaîne d'approvisionnement complexe impliquant accords bilatéraux, infrastructures portuaires et corridors de transit dédiés. Cette réussite renforce la crédibilité des projections chiffrées. Un delta livré est un delta qui peut être comptabilisé. Dans le discours public, Ibrahim Traoré relie ces nombres à une idée directrice. La souveraineté s'évalue en capacité concrète, pas en promesse. En ancrant la narration dans des mesures vérifiables, l'exécutif réduit l'écart entre l'annonce politique et l'impact réel. Les chiffres deviennent ainsi un langage commun entre techniciens, décideurs et citoyens. Reste une interrogation légitime. Ces preuves quantitatives suffisent-elles à convaincre les sceptiques ou ouvrent-elles au contraire un nouveau front de débat sur les choix énergétiques à long terme? Les critiques les plus structurées avancent deux arguments principaux. Premier argument, miser sur une centrale thermique renforcerait une dépendance au combustible et retarderait la transition vers des sources renouvelables. Selon cette lecture, chaque investissement dans le thermique enferme le système dans des coûts à futurs et détourne des ressources qui pourraient accélérer le solaire ou l'hydroélectrique. Le risque évoqué est celui d'un verrouillage technologique difficile à inverser. Deuxième argument, l'impact réel serait surestimé. Ajouter 50 mégawatts dans un réseau sous-dimensionné ne résoudrait pas les problèmes structurels de distribution, de maintenance et de gouvernance. Les sceptiques soulignent que sans réforme parallèle, les gains pourraient être dilués par des pertes techniques
une demande croissante et des contraintes budgétaires persistantes. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles reposent sur des expériences observées ailleurs. La réponse apportée par les faits disponibles s'articule toutefois en plusieurs points. D'abord, le projet thermique est présenté comme une capacité de base transitoire conçue pour stabiliser le réseau pendant que les renouvelables montent en puissance. Sans socle stable, l'intégration du solaire intermittent reste techniquement limitée. Le thermique joue ici un rôle d'amortisseur, non de destination finale. Ensuite, l'argument de la dilution suppose un statu quo institutionnel. Or, l'augmentation de capacité crée précisément l'espace nécessaire pour réformer la distribution. Un réseau constamment en crise laisse peu de marge pour la maintenance préventive et l'extension planifiée. Le delta de capacité ne règle pas tout, mais il rend ces chantiers praticables. Enfin, la question de la souveraineté énergétique est centrale dans la réponse politique. En privilégiant des actifs physiques contrôlés nationalement et des partenariats régionaux équilibrés, l'exécutif cherche à réduire l'exposition aux pressions extérieures. Dans cette logique, portée notamment par Ibrahim Traoré, le coût immédiat est mis en balance avec le coût caché de la dépendance prolongée. Le débat ne se ferme pas avec ces éléments, mais il se déplace. Il ne s'agit plus d'opposer thermique et renouvelable, ni promesse et réalité, mais d'évaluer si la séquence choisie maximise les options futures plutôt que de les restreindre. Ce point médian révèle un déplacement moins visible que l'arrivée des moteurs, mais plus décisif. L'énergie cesse d'être une urgence quotidienne pour devenir un instrument de choix stratégique. Quand la production reste allumée sans rupture, le calendrier politique et économique s'allonge, et les décisions ne sont plus dictées par la prochaine coupure. Ce basculement modifie d'abord la relation avec les partenaires régionaux. Un pays capable d'assurer sa base énergétique négocie différemment l'accès aux corridors, aux ports et aux marchés. La dépendance technique se transforme en interdépendance contractuelle, plus équilibrée. Dans ce cadre, la coopération avec le Ghana prend une dimension nouvelle fondée sur des intérêts réciproques plutôt que sur l'urgence. Le changement est aussi interne. Les administrations peuvent planifier des extensions de réseau, les collectivités anticiper des usages productifs et les acteurs privés projeter des investissements sans intégrer systématiquement le coût du risque énergétique. Cette respiration institutionnelle est souvent absente des analyses centrées uniquement sur les mégawatts. Ibrahim Traoré inscrit ce moment comme une étape charnière. La souveraineté ne se mesure pas seulement à la production, mais à la liberté de décider du rythme et de l'orientation du développement. Ce n'est pas encore l'abondance, mais c'est un repositionnement. À partir de là, la question devient concrète. Qui bénéficie en premier de cette nouvelle marge et comment ces effets se répartissent-ils réellement dans l'économie et la société? Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et opérationnelle. Une alimentation plus stable réduit la facture liée aux solutions d'urgence, comme l'usage intensif de générateurs et l'importation de carburant. Elle améliore aussi la crédibilité des plans publics, car les calendriers d'infrastructures et de services reposent désormais sur une hypothèse énergétique moins volatile. Dans cette perspective, l'exécutif dispose d'un levier supplémentaire pour prioriser des projets productifs plutôt que de gérer des crises répétées. Ibrahim Traoré présente cet effet comme une récupération progressive de la capacité de pilotage de l'action publique. Pour les entreprises, l'impact est direct sur les coûts et la productivité. Une usine qui subissait des arrêts fréquents peut allonger ses cycles, réduire les pertes et mieux amortir ses équipements. Les petites et moyennes entreprises, souvent les plus exposées aux coupures, bénéficient d'une prévisibilité accrue, ce qui facilite l'accès au crédit et la planification des stocks.
L'effet n'est pas uniforme, mais il crée un différentiel clair entre un environnement à énergie intermittente et un environnement sous contrainte maîtrisée. Pour les citoyens, les gains sont moins spectaculaires, mais plus diffus. Une électricité plus fiable améliore l'accès aux soins, la conservation des médicaments et la continuité des services de base. Dans les foyers, elle réduit la dépendance aux solutions coûteuses et polluantes comme les générateurs individuels. Pour les élèves et les étudiants, elle prolonge le temps d'études et l'accès aux outils numériques. Ces changements s'installent progressivement, mais ils touchent un large spectre de la population. Au niveau régional, la conséquence est diplomatique. Un pays moins dépendant des flux électriques extérieurs négocie différemment sa place dans les équilibres ouest-africains. La coopération avec le Ghana, fondée sur le transit et le partenariat commercial, devient un modèle de relation contractuelle plutôt qu'un rapport de vulnérabilité. Cette évolution est observée attentivement par les voisins et par les acteurs internationaux, car elle suggère une redistribution subtile des leviers d'influence. Ces quatre niveaux révèlent une même dynamique. La capacité énergétique supplémentaire ne profite pas à un seul acteur, mais modifie l'écosystème dans son ensemble. Elle ne supprime pas les contraintes, mais elle change leur nature. Là où l'incertitude dominait apparaît une marge de choix. La question ouverte est donc la suivante. Ces bénéfices initiaux peuvent-ils être consolidés dans le temps ou risquent-ils de s'éroder sans une stratégie claire pour les mois à venir? Le scénario de base repose sur une intégration progressive et maîtrisée de la nouvelle capacité. Dans cette trajectoire, le réseau absorbe les 50 mégawatts sans rupture majeure, les délestages reculent et la continuité de service s'améliore de façon mesurable mais inégale selon les zones. Les autorités priorisent la stabilisation, la maintenance et quelques raccordements industriels ciblés. Ce scénario ne transforme pas tout, mais il consolide les acquis et crée une normalité énergétique relative, condition nécessaire à toute étape suivante. Le scénario optimiste suppose que la capacité supplémentaire déclenche un effet d'entraînement. La stabilité retrouvée facilite l'intégration du solaire et prépare des investissements complémentaires dans l'hydroélectrique. Les entreprises réinvestissent plus vite que prévu, les services publics gagnent en efficacité et la coopération régionale s'intensifie autour des corridors logistiques. Dans cette hypothèse, l'énergie cesse d'être un frein et devient un catalyseur. La vision portée par Ibrahim Traoré, centrée sur le commerce et l'infrastructure, trouve alors une validation accélérée par les résultats. Le scénario défavorable met en lumière les risques. Des retards techniques, des contraintes financières ou une demande plus forte que prévu peuvent absorber rapidement le gain de capacité. Sans amélioration parallèle de la distribution et de la gouvernance du réseau, les bénéfices s'érodent et la perception publique bascule de l'espoir vers la frustration. Dans ce cas, le projet reste un symbole fort, mais son impact structurel demeure limité. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils soulignent un point commun. La capacité seule ne suffit pas, mais elle conditionne toutes les options. La recommandation de fond est donc intellectuelle autant que technique. Évaluer chaque décision à l'aune de sa contribution à la prévisibilité. Une énergie prévisible permet des politiques prévisibles et des investissements prévisibles. À l'horizon de 12 mois, la question décisive ne sera pas seulement combien de mégawatts sont produits, mais dans quelle mesure cette production a élargi le champ des choix possibles pour l'État, les entreprises et les citoyens. Pour le public, la transformation énergétique ne se résume pas à des graphiques ou à des discours officiels. Elle se mesure dans des gestes quotidiens. Un artisan
peut accepter une commande supplémentaire sans craindre une coupure en pleine production. Un parent constate que les devoirs du soir ne dépendent plus d'une bougie ou d'une lampe de secours. Ces micro-changements pris isolément semblent modestes, mais leur accumulation redessine le rapport au temps et à la confiance. Trois groupes ressentent cet effet de manière distincte. Les ménages urbains bénéficient d'une continuité qui réduit les dépenses cachées liées aux solutions de secours. Les habitants des zones moins centrales observent une amélioration plus progressive, mais la perspective d'un service moins erratique modifie déjà les attentes. Les jeunes, enfin, perçoivent l'électricité stable comme une passerelle vers l'apprentissage numérique et l'ouverture professionnelle, plutôt que comme une exception fragile. Ce lien avec le public passe aussi par la compréhension. Lorsque les citoyens saisissent pourquoi une capacité de base est priorisée et comment elle s'inscrit dans une trajectoire plus large, la patience collective augmente. L'énergie devient alors un projet partagé plutôt qu'un simple service évalué à l'aune de chaque coupure. Dans ce cadre, la pédagogie compte autant que la production. La connexion se renforce lorsque chacun peut identifier une action simple, ajuster ses usages, soutenir des initiatives locales ou suivre les données publiques de performance du réseau. Ces gestes n'augmentent pas les mégawatts, mais ils consolident la légitimité des choix effectués. L'enjeu est clair, transformer un gain technique en confiance sociale durable. Sans cette adhésion, même une amélioration mesurable risque de rester perçue comme provisoire. Avec elle, la stabilité énergétique devient une expérience vécue et non une promesse abstraite. La consolidation des gains passe par une feuille de route lisible, structurée en étapes concrètes plutôt qu'en déclarations générales. Première étape, sécuriser l'exploitation. Cela implique une maintenance régulière des équipements, la formation continue des techniciens et des protocoles clairs pour éviter que la capacité nouvellement acquise ne se dégrade par négligence ou sous-investissement. Deuxième étape, renforcer la distribution. Une production plus élevée n'a d'impact durable que si le réseau peut l'acheminer efficacement. Cela suppose des investissements ciblés dans les lignes, les transformateurs et la réduction des pertes techniques avec des indicateurs simples pour mesurer les progrès. Sans cette étape, le delta de capacité risque d'être partiellement absorbé. Troisième étape, préparer la transition. La capacité thermique joue un rôle de base, mais elle doit servir de tremplin. Le calendrier d'intégration du solaire et de l'hydroélectrique doit être aligné sur la stabilité retrouvée, afin que l'intermittence soit compensée sans recréer de pénurie. Ici, la planification compte plus que la vitesse. Quatrième étape, clarifier la gouvernance. Des responsabilités définies, des données publiques et des mécanismes d'évaluation renforcent la confiance des usagers et des investisseurs. L'énergie devient alors un secteur prévisible et non un champ d'incertitude. Enfin, cette feuille de route s'inscrit dans une orientation politique assumée. Ibrahim Traoré présente ces étapes comme un enchaînement logique. Produire, stabiliser, diversifier, puis projeter. Chaque phase a un objectif, un acteur responsable et un critère de succès. La question reste ouverte, cette trajectoire sera-t-elle suivie avec constance ou fragmentée par des urgences concurrentes? Au terme de ce parcours, le symbole revient à ce qui avait ouvert le récit, la route. Cette longue bande d'asphalte entre le port de Takoradi et Ouagadougou, parcourue par des convois lents et précis, résume plus qu'un exploit logistique. Elle incarne le passage d'une attente passive à une action assumée, d'une dépendance héritée à une capacité construite. Le rappel est volontaire. Les chauffeurs, les techniciens et les ingénieurs évoqués plus tôt ne sont pas des figurants. Ils sont le lien concret entre la vision et la réalité. Leur travail donne chair à une idée souvent abstraite.
La souveraineté se bâtit par des gestes répétés, pas par des slogans. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole isolé que comme le point de convergence d'une orientation politique et d'un effort collectif. La phrase qui s'impose est simple: la lumière n'est plus empruntée. Elle marque une rupture émotionnelle autant que technique. Elle dit que le pays peut désormais planifier sans craindre l'extinction soudaine qui paralysait décision et ambition. Ce callback ferme la boucle ouverte au début. La route n'était pas seulement un trajet, mais un seuil. Une fois franchi, le regard change. L'avenir n'est plus perçu comme une succession de coupures à gérer, mais comme un espace à organiser. À ce stade, le récit ne cherche pas à conclure par une injonction, mais par une invitation au recul. L'énergie, ici, n'est ni un trophée politique ni une fin en soi. Elle est un langage commun qui relie choix publics, décisions privées et attentes sociales. Observer ce qui se passe au Burkina Faso, c'est interroger la manière dont une infrastructure peut redéfinir des priorités collectives sans promesses spectaculaires. Le fil conducteur reste la constance. Si la capacité acquise est entretenue, expliquée et intégrée à une vision plus large, elle peut devenir un repère durable. Si elle est traitée comme un acquis automatique, elle risque de se diluer dans le bruit quotidien. Cette distinction dépend autant des institutions que de l'attention des citoyens. Dans ce cadre, suivre les données, comprendre les arbitrages et débattre des choix énergétiques devient un acte civique ordinaire. Ibrahim Traoré inscrit cette dynamique dans une logique de responsabilité partagée où la souveraineté se mesure aussi à la vigilance collective. La question finale est ouverte et elle s'adresse à chacun. Lorsque la lumière devient stable, comment une société choisit-elle d'utiliser cette clarté nouvelle pour simplement consommer ou pour construire sur le long terme?